Bonjour, bienvenue dans Smart Capital, votre rendez-vous dédié à la finance d'entreprise. Au programme de ce numéro, dans l'œil de l'expert, on va s'intéresser à l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde de l'audit avec mon invité Manuela Zagba, associée, expert comptable et commissaire aux comptes chez Diez. Dans le débat, on va se demander comment mesurer l'impact réel de la RSE avec Jérôme Verdiel, CEO d'ABCSR, et Irène Scolan, associée chez Ridge Conseil en charge de la RSE et des questions de durabilité. Et enfin, avec Manuel Biotta, associé en charge du développement au sein du groupe CF, l'invité de ce Smart Capital. On va voir comment les entreprises peuvent transformer les tensions en opportunités. Voilà pour le programme, c'est l'heure de Smart Capital. L'IA fait beaucoup parler dans les métiers du chiffre. Certains y voient une révolution totale, tandis que d'autres y voient une menace. Pour comprendre vraiment ce qu'elle change dans les métiers de l'audit, on va faire le point avec mon invité, Manuela Zagba, expert comptable et commissaire aux comptes au sein de Diez. Manuela, bonjour. Bonjour Arnaud. L'IA est souvent décrite comme un outil qui va bouleverser l'audit, mais les discours aussi entre catastrophisme et triomphalisme. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, où se situe réellement l'IA dans le domaine de l'audit ? Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses actuellement, mais à mon avis, la réalité est un peu plus utile que ce qu'on entend un petit peu partout. L'IA, ce n'est pas un gadget technologique, ça c'est clair, et ce n'est pas non plus une révolution. L'IA, aujourd'hui, est un accélérateur de l'audit, notamment dans les phases de préparation. L'IA est capable de lire, d'analyser, de traiter en quelques heures ce que des équipes entières d'audit faisaient en plusieurs semaines. Et ça, c'est la réalité. En revanche, l'IA ne produit pas de vérité absolue. Une chose est sûre, c'est qu'on a toujours besoin de ce regard humain pour comprendre un petit peu le contexte. Et cette distinction, elle est fondamentale parce que si la donnée d'entrée n'est pas bonne ou si le cadre dans lequel les questions sont posées est flou, l'IA peut produire une réponse convaincante, mais fausse. Donc, c'est hyper important d'avoir ça en tête quand on utilise l'IA, l'audit, notamment pour prendre des décisions. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir l'expertise d'un commissaire aux comptes. Exactement. Pour poser les bonnes questions à l'IA. Tout à fait. Un autre point qui est important, parce qu'on entend beaucoup parler d'automatisation, d'analyse intelligente. Que fait vraiment l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les missions d'audit ? Alors, je vais vous prendre un exemple d'une belle PME industrielle française dans laquelle un fonds de private equity envisage d'investir. La due diligence est en cours. L'IA va principalement aider sur 4 axes. Le premier, c'est l'analyse et la préparation de la donnée. Donc, on sait que avant même de commencer à analyser quoi que ce soit, on a besoin d'une donnée qui soit propre, cohérente et exploitable. Dans la vraie vie, ça arrive jamais, pour ne pas dire que c'est quand même extrêmement rare. Les données, elles viennent de 3 systèmes différents, des systèmes comptables, des systèmes de gestion commerciale, des systèmes RH. Ces données, forcément, elles ont des formats différents, elles ont des référentiels qui sont totalement hétérogènes. Donc l'IA, dans ce cadre, va aider à normaliser, structurer pour avoir des formats qui sont totalement cohérents et exploitables. C'est-à-dire qu'elle va hiérarchiser certaines informations, les structurer ? Exactement, et les harmoniser, en fait. Le deuxième axe, ça va être la revue documentaire. On a 3 ans de contrat, des conventions réglementées, des factures, des procès-verbaux d'assemblée générale. L'IA lit très rapidement ces données, elle les synthétise, elle les rapproche et elle est capable de nous fournir une documentation, une analyse qui est assez cohérente. Le troisième point, et à mon avis, c'est là où le changement est vraiment le plus profond, c'est ce que j'appelle le ciblage des zones de risque. De quoi s'agit-il ? Alors, le ciblage des zones de risque, c'est que historiquement, en audit, on était plutôt sur des tests, des sondages,
des échantillonnages. Aujourd'hui, avec l'IA, on est capable d'analyser des populations entières de données. De quelle manière? Alors, on injecte, par exemple, plusieurs factures, un volume d'écriture comptable, voilà, sur 3 ans. On injecte un volume d'écriture comptable à l'IA sur 3 ans, donc ça fait quand même un volume assez massif d'écriture. Et l'IA va analyser, identifier des doublons, identifier des montants un petit peu atypiques pour pouvoir ressortir des informations en fait qui peuvent être très importantes, en tout cas des points sur lesquels l'auditeur, lui, il va aller creuser. Et à la fin, l'auditeur, il se retrouve avec une carte précise des analyses qu'il va devoir faire et pas voilà, juste une simple boussole comme historiquement où voilà, il devait aller chercher un petit peu partout. Alors, on vient de voir les apports concrets de l'IA. Est-ce qu'il y a malgré tout des pièges à éviter avec l'intelligence artificielle? Oui, et c'est une question très importante parce que pour moi, le piège principal, c'est ce que j'appelle le faux sentiment de sécurité. De quoi s'agit-il? Donc, ce n'est pas seulement que l'IA se trompe, parce que ça, on le sait, c'est écrit partout, l'IA peut faire des erreurs. Hallucinations. Exactement. Mais ce faux sentiment de sécurité, c'est surtout que l'IA va donner l'impression d'une fiabilité, d'une comment dire ça, Une certitude presque. voilà, d'une certitude, d'une réalité, d'une rapidité et d'une intelligence supérieure, alors même que c'est un programme informatique qui a besoin de données d'entrée, de paramétrage et du regard humain. Et pour ça, en fait, c'est totalement de la programmation et du paramétrage humain. Quand je parle de données d'entrée, je le disais tout à l'heure, la mauvaise qualité de données d'entrée produit un mauvais résultat dans l'IA. J'ai un autre exemple sur ce que j'appelle les définitions qui ne sont pas partagées. Des notions comme le chiffre d'affaires, la marge, EBITDA, le risque exceptionnel. En plus, avec la nouvelle réglementation, c'est totalement d'actualité. Ce sont des notions qui n'ont pas la même définition en fonction des organisations. Donc, selon les modèles qui ont servi pour entraîner l'IA, on peut avoir des biais dans les résultats de nos analyses. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Après, on a l'intelligence du contexte. L'IA ne sait pas identifier s'il y a un contexte spécifique à prendre en compte pendant une opération. Je vais reprendre mon exemple de la due diligence. On a chargé les données, on a 3 ans de résultats, on lui demande un calcul de marge. La marge est stable sur 12 ans, très convaincant. Alors, il y a juste une petite subtilité qu'on n'a pas dit à l'IA. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Donc, il y a une toute petite subtilité qu'on n'a pas dit à l'IA, c'est que cette marge, elle a changé de définition en cours d'année parce qu'il y a des charges courantes qui ont été déplacées et qui ont été capitalisées. Ça, l'IA ne le voit pas si on ne lui dit pas. Et le dernier piège qui est très important, auquel on ne pense pas souvent, c'est l'opacité du traitement de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il y a un rapport KPMG en 2024 qui a énoncé que 99% des entreprises allaient utiliser l'IA pour la production de leurs informations financières. Et ça, comment est-ce qu'on le dit aujourd'hui? C'est une vraie question que se pose en ce moment notre profession et à laquelle on commence à répondre. On va conclure là-dessus. Merci Manuela Zagda. Je rappelle que vous êtes commissaire aux comptes chez Diez. On termine cette première séquence et place tout de suite au débat. On va parler RSE. On enchaîne ce Smart Capital avec notre débat. La RSE est partout, mais son impact réel reste souvent flou entre performance, gouvernance, attractivité et gestion des risques. Comment mesurer ce que la RSE change réellement dans l'entreprise? On va en parler avec mes invités. Irène Scolan, associée chez Ridge Conseil et également en charge de la durabilité, de l'ESG et de la RSE. Bonjour Irène. Bonjour Arnaud. Également avec nous, Jérôme Verdiel, vous êtes CEO d'ABC CSR. Bonjour Jérôme. Bonjour ABCSR. ABCSR. On va commencer tout de suite ce débat avec vous, Irène. Et avant toute chose, pour bien cerner les enjeux de cette question, parce qu'on parle beaucoup de RSE, mais de quoi s'agit-il ?
Alors peut-être qu'effectivement, il faut revenir sur 2-3 petites définitions de concepts dont on parle souvent et qui sont peut-être un petit peu mélangés ou pas tout à fait compris. Le développement durable, souvent, donc c'est comment est-ce que l'on agit pour répondre aux besoins actuels tout en permettant aux besoins futurs aussi d'être répondus, donc pour les générations futures. On parle de ESG aussi, qui là sont plutôt les critères d'évaluation de la politique et de l'organisation mise en place sur les aspects environnement, sociaux et de gouvernance. Et puis, bien sûr, on parle de la RSE, qui est la mise en pratique du développement durable dans l'entreprise. Et donc, une entreprise qui va mettre en place des pratiques de RSE, c'est une entreprise qui va chercher à réduire ses impacts négatifs, qui va chercher à respecter l'environnement, tout en étant viable économiquement, bien sûr. Alors, Jérôme, on voit qu'il y a plein d'aspects dans cette notion de RSE et ça touche à la fois des enjeux business, au modèle d'affaires et à la performance, à la gouvernance. De votre point de vue, pourquoi la mesure de la RSE devient-elle aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises ? Alors, en fait, la mesure, c'est la possibilité de passer de l'intention à l'action. C'est se mettre en mouvement en fait, sur ce sujet de la RSE. Et donc, il est vrai que quand on veut s'améliorer, il faut bien un instant de départ, une mesure de départ, et puis après, on va choisir sur quel point on va pouvoir travailler, l'entreprise va travailler ses indicateurs RSE ou ses rapports RSE pour remesurer plus tard si ces actions ont porté leurs fruits. Donc c'est vraiment un processus d'amélioration continue et la mesure est indispensable à ce processus. Pourquoi elle est indispensable ? Elle est indispensable parce que, qui plus est, une mesure qui est faite à partir de données un peu certaines et de qualité, comme sont les données comptables, comme les FEC, les DSN, qui sont des données issues des processus comptables et sociaux et qui nous permettent en fait aujourd'hui de dire on a de la donnée certaines, propres, fiables. Et quand on va confronter cette donnée à des statistiques externes, en tout cas c'est le modèle que nous avons développé au sein d'ABCSR, donc ces statistiques, ça vient de l'INSEE, ça vient du budget de l'État, ça vient de choses comme ça. En fait, en faisant des maths, de l'algorithme, on va pouvoir arriver à des indicateurs fiables, pertinents et auditables. Et donc, si on a ça, c'est important. Et voilà. Et donc, si on a une data, d'une donnée structurée et de qualité au départ, et qu'on sait, on sait expliquer le process de calcul, on en arrive à un résultat qui est quand même fiable. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous besoin, au sein de la RSE, d'aller vers des processus beaucoup plus professionnels et d'arriver à une mesure fiable pour l'entreprise. Irène, on va venir sur un autre aspect, la structuration de la RSE et son impact dans l'entreprise. Quand une entreprise structure sa démarche RSE, quels sont les aspects réellement impactés ? Mais en fait, tous les aspects du business model de l'entreprise, alors on peut les catégoriser en deux parties. Sa manière d'opérer finalement et son économie. Donc là, on va parler de réduction de consommation d'énergie, d'eau, donc de réduction de coûts. On va parler de changement des produits et donc éventuellement d'opportunités de marché. On va aussi parler de turnover et donc d'attractivité ou de fidélisation de ses salariés. Donc on est vraiment dans le cœur de l'opération de l'entreprise et dans son économie, on va dire, habituelle, en fait, dans son activité. Et puis, ça va toucher aussi, et ça, c'est le deuxième aspect, l'ensemble de ses parties prenantes. Et là, on va regarder des impacts sur nos financeurs, puisque les partenaires financiers vont s'interroger sur la robustesse du modèle d'affaires de l'entreprise. Ça peut être les fournisseurs aussi ? Ça peut être évidemment les fournisseurs sur une stratégie peut-être même d'influence et d'impact sur nos propres fournisseurs, parce qu'on va choisir nos fournisseurs, on va les faire évoluer. J'aime à rappeler souvent la discussion que j'ai eue avec un dirigeant qui me disait que par le travail fait avec son fournisseur, parce que lui souhaitait, ce client-là, réduire son impact en termes de déchets, des matériaux qu'il utilisait dans son entreprise, dans son processus de production, eh bien, il a à la fois fait changer la manière de produire de son propre fournisseur. Et en plus, au-delà de l'aspect j'ai réduit mes déchets, donc j'ai réduit mon impact, j'ai aussi amélioré la qualité de vie au travail de mes salariés parce qu'ils avaient moins de manipulation
à réaliser. Donc finalement, on voit bien que l'impact de la RSE, elle est certes sur le mode d'opérer et l'économie de l'entreprise, mais également sur ses parties prenantes. Donc on voit que c'est toute la chaîne qui est impactée au final. Tout, puisqu'on aurait aussi pu parler des clients qui sont aussi attentifs à la RSE de leurs propres fournisseurs. On aurait aussi pu parler, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, des salariés qui sont eux aussi une partie prenante importante de l'entreprise et qui sont finalement aussi ceux qui mettent en œuvre dans la réalité concrète de tous les jours des actions qui se rattachent à ce qu'on appelle la RSE. Alors on va s'intéresser avec vous, Jérôme, comment vraiment on peut mesurer l'impact réel de la RSE. On a vu les liens entre la performance économique et la performance RSE, mais comment démontrer concrètement le lien entre les deux ? D'abord, je voudrais peut-être revenir sur un point crucial à mes yeux, c'est que la RSE n'est pas une contrainte pour l'économique. La RSE est au service de l'économique et qu'en fait, ça marche de concert. Et donc, quand on fait de la RSE en tant qu'entrepreneur, enfin, dans une entreprise, en fait, on améliore la robustesse de son entreprise et donc, quelque part, on est durable dans les limites planétaires, mais aussi durable au sens économique du terme par rapport à son entreprise. Donc ça, c'est déjà un élément important. Alors après, l'impact qu'on a concret, je crois que Irène en a un peu parlé tout à l'heure, donc je vais un petit peu répéter certaines choses, mais c'est vrai que quand on est une entreprise, une TPE, PME, et qu'on va voir son banquier avec des indicateurs RSE, on a la chance d'avoir un taux bonifié si ces indicateurs sont positifs. Quand on a des difficultés à recruter et qu'on a un peu de problème d'attractivité, si on est capable de prouver, une fois de plus, de façon certaine et cohérente, qu'on a un système de partage de la valeur créée dans l'entreprise, c'est plus motivant d'aller rejoindre une entreprise comme ça parce que je sais que je vais aussi bénéficier des fruits du travail. C'est un cercle vertueux. Exactement, mais également surtout au niveau business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le levier numéro 1 au sein des entreprises, c'est je veux conserver mes marchés, je veux développer mes marchés. Et ça, la RSE, c'est un moyen de le faire. Quand on a un appel d'offres, des appels d'offres, des référencements, je dirais, et aussi de plus en plus des marchés publics. Il faut savoir qu'à partir de août 2026, il y aura des indicateurs RSE dans tous les marchés publics. On voit bien qu'on est dans un vrai enjeu business pour l'entreprise. Donc en fait, la RSE, c'est transverse. Irène l'a très bien dit, c'est dans tous les services de l'entreprise et c'est au service du développement économique de l'entreprise. Donc ça profite à tout le monde. Mais ça profite à tout le monde à partir du moment où, effectivement, on y viendra certainement, ça fait partie véritablement de l'ADN de la structure. Ça veut dire qu'il faut une vraie démarche. Et bien sûr, il faut qu'elle soit sincère. Irène, on a parlé de preuves d'impact réel. Qu'est-ce que ça implique vraiment pour une entreprise ? C'est vrai qu'incanter ou avoir une communication sur la RSE pas ancrée dans une réalité risque de faire perdre la crédibilité finalement de l'entreprise qui communique sur le sujet. Donc finalement, cette question de réalité de la RSE dans l'entreprise, elle va toucher à plusieurs niveaux. Jérôme le disait un petit peu aussi tout à l'heure. Ça va toucher à la fois des notions de transparence, donc de lisibilité de quelle entreprise et de ce qu'elle fait, où elle en est, puisqu'on va aller jusque-là en disant c'est ça ma cible et finalement j'en suis où. On va aussi avoir une notion d'information et donc de mesure, et là on rejoint les sujets de pilotage, indicateurs robustes, fiables, partageables. Moi j'aime bien le dire aussi, on intègre en fait dans notre système de gestion habituel de l'entreprise des nouveaux indicateurs que l'on partage. Au même titre qu'on partage un chiffre d'affaires, on va aussi partager notre consommation d'eau, par exemple, si c'est important dans l'entreprise. On va aussi avoir cette notion d'évaluation, parce que c'est bien de mesurer, mais il faut aussi évaluer. Et ça veut dire comparer par rapport à d'autres acteurs du secteur. Ça veut dire aussi se confronter à un référentiel et donc chercher une labellisation pour savoir aussi dans quel niveau, finalement, à quelle maturité on en est. On va aussi chercher peut-être à se faire noter, tout simplement, parce qu'on a aussi cet aspect-là des choses. Et puis peut-être que il faut revenir finalement, cette notion de réel, c'est la réalité du quotidien. Et donc finalement, l'impact de ces sujets-là, c'est comment est-ce que fonctionne l'entreprise, comment les salariés en parlent, comment c'est intégré dans le processus décisionnel de la société, tout simplement. On n'est pas que sur du documentaire, en fait. La charte peut exister, une charte de diversité existe. Mais si elle n'est pas mise
véritablement en action dans l'entreprise. Ça Finalement, sert à rien, on ça aura reste juste dit déclaratif et on aura le document. Mais en fait, la preuve, c'est comment est-ce qu'on intègre ces notions de diversité dans nos recrutements, dans l'appel à nos sous-traitants aussi, etc. Donc voilà, on a ces notions de pilotage, mesure, information, lisibilité, partage. C'est vraiment important de partager l'information. Alors ça, Jérôme, j'imagine que vous êtes d'accord là-dessus, puisque vous produisez, ABCSR produit un certain nombre d'indicateurs, de rapports. Comment justement vous faites pour rendre cette donnée plus objective et comparable ? Alors déjà, dans tous nos rapports, nos rapports sont adaptés à la taille des entreprises, parce qu'on ne peut pas aussi s'adresser à une TPE comme à une ETI, les besoins ne sont pas les mêmes, la densité des indicateurs ne peuvent pas être les mêmes. Donc déjà, dans tous nos rapports, on a des benchmarks sectoriels. Donc l'entreprise peut effectivement, indicateur par indicateur, se comparer sa performance par rapport à une moyenne, alors qui nous vient souvent de l'INSEE ou d'autres types de benchmarks. Et ça, c'est très important parce que ça permet de savoir si effectivement on est ou pas performant, indicateur par indicateur. Après, moi, je crois que c'est important aussi, c'est au-delà de l'indicateur, au-delà de la photo, c'est se mettre en mode vidéo. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a... Ça veut dire quoi, en mode vidéo ? En mode vidéo, c'est que j'agis, en fait. C'est-à-dire que je mets en place un plan d'action, des objectifs. Alors, on sait très bien, dans la vraie vie, qu'on ne peut pas aborder tous les sujets d'amélioration en même temps. C'est pas possible. Donc on va choisir quelques axes prioritaires qui sont, je sais pas, la réduction de ces émissions de CO2 ou la réduction d'autres consommations d'énergie ou le partage de la valeur ou parfois des expositions à des risques. Par exemple, le travail des enfants, corruption, des choses comme ça. Tout ça fait partie de la RSE. Donc voilà, donc on choisit entre guillemets ces combats prioritaires. On les travaille avec des plans d'action, on se fixe des objectifs et puis chaque année, on va revenir dessus, voir si c'est atteint. On va remesurer, on l'a dit tout à l'heure, et puis effectivement, on pourra piloter tout ça tout au long de l'année. Important, la RSE, c'est du long terme. On ne fait pas la RSE une année en disant... C'est pas du one-shot. Non, ça ne sert à rien, en fait. Clairement, ça ne sert à rien de faire du one-shot. Voilà. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, on poursuit avec notre invité, Manuel Biotta, associé chez Groupe CF. Les entreprises évoluent dans un environnement sous tension, inflation, transformation numérique, exigences réglementaires. Comment transformer ces contraintes en opportunités ? On en parle tout de suite avec mon invité, Manuel Biotta, associé en charge du développement chez Groupe CF. Manuel, bonjour. Bonjour. Alors le contexte, on l'a vu, est sous tension pour les entreprises. Concrètement, pouvez-vous nous établir un peu un diagnostic de ce contexte ? Aujourd'hui, on est sur ce qu'a appelé d'ailleurs BPI un grand passage. Les TPE, PME, plus de 370 000, près de 400 000, vont changer de main dans les 3 ans. Et ça concerne 3 millions d'emplois. Donc il va falloir d'abord accompagner ces entreprises pour la cession et les préparer sur la cession. Et il y a beaucoup de phases de préparation. Et puis, on va avoir face à ça, lors de ces transactions, des nouveaux entrepreneurs qui, eux, sont déjà d'une autre génération, déjà digitalisés et qui sont face à un marché qui a fortement évolué ces 10 dernières années. Alors, vous évoquez la digitalisation, c'est le cas dans les métiers du chiffre. Quels sont les enjeux de cette digitalisation dans les métiers comptables ? Les enjeux, c'est pour moi une opportunité d'améliorer la performance que l'on peut avoir au sein de nos cabinets et de donner de la précision dans les données qu'on apporte. Donc ça, c'est un point élément, puisqu'on va pouvoir travailler du tableau de bord, on va pouvoir accompagner les clients grâce à des outils qui vont nous permettre de les accompagner au quotidien pour répondre à leurs demandes. L'enjeu, il est également dans l'agilité de l'accompagnement que l'on va devoir avoir, dans la formation des équipes, puisqu'on a des collaborateurs aujourd'hui que l'on va devoir former et accompagner sur les besoins de nos clients demain. Et enfin, cette data qui est précieuse et qui va nous permettre d'analyser et d'être proactifs vis-à-vis de nos clients pour leur rendre les services dont ils ont besoin. Et concrètement, commencez à accepter ces changements dans les métiers du chiffre, vous qui travaillez sur cette transformation. Oui, on est sur en fait une transformation qui va amener du confort avec les outils, mais une certaine appropriation. Donc il y a d'abord une appréhension
mais on en voit surtout une opportunité. Et puis surtout, quand auparavant, nos rendez-vous avec les clients et les rendez-vous des experts comptables avec les clients étaient réguliers, mais pas permanents, on va aujourd'hui avoir, grâce à ça, une occasion d'être vraiment centré sur les besoins des clients, et pour ça, de devoir analyser quels sont leurs besoins et de leur proposer des services adaptés à leurs besoins. Alors, on va parler du rôle des experts comptables auprès des entreprises. Aujourd'hui, comment vous pouvez avoir un rôle de vigie auprès des entreprises en tant que cabinet d'expertise comptable ? Tout l'intérêt est de créer et développer la pluridisciplinarité et de travailler sur le besoin du client qui va être un besoin sans doute ponctuel d'étude de son marché, de focus sur son chiffre d'affaires ou sur sa marge, et puis dans le courant de sa vie, dans lequel la vie de l'entreprise va évoluer et sa concurrence, d'être en mesure de l'accompagner avec des activités parfois techniques qui vont lui permettre de s'éviter de la facturation, des complexités administratives, et donc le libérer pour qu'il puisse se recentrer sur son business, concentrer sur ses clients, concentrer sur ses marchés qui sont des marchés de plus en plus complexes et protéiformes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les experts comptables se diversifient ? Les experts comptables s'enrichissent de profils différents, comme j'ai pu d'ailleurs en bénéficier il y a 7 ans pour rentrer dans ce cabinet en tant que non-expert comptable, et apporter un savoir-faire, une méthodologie sur d'autres domaines, sur un sujet de conseil opérationnel, mais qui va être aussi un conseil pointu RH que vont pouvoir apporter, ou d'avocats, comme on l'a vu, avec une multitude de services que l'on va amener au client. Le tout étant d'être vraiment à l'actualité du client et que ça devienne désormais une relation quasi quotidienne avec nos clients. Et les clients comprennent bien ce virage que vous avez entrepris ? Ils attendent de nous justement cette création de valeur de conseil, de valeur ajoutée, facilitée par le fait d'avoir désormais des données qui vont nous permettre de le faire, et à nous de pouvoir les accompagner sur ce champ-là, sur leurs problématiques. Et pour terminer, c'est quoi l'objectif final pour un groupe CF dans l'année à venir, dans les semaines qui viennent ? C'est d'accélérer notre transformation et la préparation de nos collaborateurs aussi dans ces nouvelles approches, de travailler la complémentarité de nos métiers avec les intégrations sur les sujets RH, mais qui vont aller de l'accompagnement pur paye, mais jusqu'à un sujet de conseil RH, ou encore RSE, ou encore conseil stratégique, et de les préparer aussi à ce sujet dont je parlais au départ, qui est la transmission d'entreprise, qui va occuper un certain nombre de nos clients demain en TPE-PME. On va conclure là-dessus. Merci Emmanuel Biota. Je rappelle que vous êtes associé au sein du groupe CF en charge du développement. Merci. C'est la fin de ce Smart Capital. Restez curieux et informés. Quant à moi, je vous retrouve bientôt sur Lex Inside. À bientôt sur Be Smart for Change.